Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Classico sur Radio J. Au menu ce soir, le match France-Israël sur le terrain avec l'absence de Kylian Mbappé et sans doute d'Ousmane Dembélé, mais aussi dans les tribunes et aux abords du stade. On vous donnera les dernières infos sur la sécurisation du lieu et on posera une question à nos chroniqueurs. Faut-il se rendre ou pas jeudi soir au Stade de France? On reviendra également sur la défaite de l'OM à domicile ce week-end à Auxerre et puis sur l'arrivée de Sampaoli à Rennes. Voilà pour le sommaire, il me reste à vous présenter le casting du soir. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin, ton image foot du week-end? Mon image foot du week-end. Alors hier soir, je me suis installé bien comme il faut, bien confortablement devant Canal+, en attendant de voir le documentaire consacré à Luis Enrique. Absolument. Et alors, quelle n'a pas été ma déception? Parce qu'en réalité, on le voit donc. Qui avait attiré par les quelques extraits Évidemment. qui avaient été diffusés. Et alors en fait, on avait tout vu du coup. Ce qu'on voit hier soir, c'est il se fait du café, mauvais café en plus du Nespresso. Il fait des tractions. Il est 30 minutes. Ah, exactement. Il est assis dans son bureau, il cherche un appartement, il marche pieds nus sur le terrain d'entraînement, y compris sous la pluie. On le voit se faire une collation, on se voit. Enfin, franchement. Tu passes de belles soirées quand même. On ne voit rien. Franchement, ça n'a aucun sens. C'est discussion tactique avec Mbappé. Justement, il y a. Alors ça, voilà. On l'avait déjà vu. Il y a juste ouais. cette explication tactique. Il y a la causerie à Sociedad où il pète un câble dans le vestiaire. Ouais. Mais sinon, il y a rien. Il y a aucune vision de son travail tactique, de son travail technique, de son travail avec ses adjoints, de sa relation avec les joueurs. Il y a rien. C'est absolument vide. Donc c'est vraiment d'une déception incroyable. Bonsoir Alex Darmon. Bonsoir. Est-ce que tu as vu ce documentaire? Non. Non. Tu le verras? Si j'ai le temps, j'avoue que c'est pas. Non, c'est pas. Non, mais en tu fait, fais quoi le dimanche soir du coup de... Attends, hier soir j'ai fait quoi? Je sais même plus ce que j'ai fait hier soir. Il y avait Saint-Etienne, enfin bon, après c'est. Oui, non, j'ai pas regardé. Sur le Saint-Etienne, je sais pas ce que j'ai fait. Ah si, j'étais au cinéma. Et tu as eu L'amour ouf. L'amour ouf. Alors Super film que je conseille à tout le monde. Ça peut devenir une soirée ouais, cinéma, on peut aussi dévier, ouais. Tu me demandes ce que j'ai fait, je te réponds. D'ailleurs, c'est un 11 novembre, tu remarqueras que je suis là. On m'appelle le 11 novembre. Après plusieurs prêts, dans différentes on n'arrive pas à stabiliser quand même, Alex Darmon. Mais on est content de le revoir. Alex, est-ce que tu as une image foot à part? Donc tu as sorti cinéma, une image foot ce week-end? Très honnêtement, non. Rien. Non, parce que j'ai été assez dégoûté cette semaine de ce tifo. Moi je suis un supporter du PSG dans l'âme et j'ai été assez dégoûté de ce tifo, et pour être tout à fait honnête, Free Palestine. Voilà, Free Palestine. Et quand le PSG a joué samedi soir, je regarde tous les matchs du Paris Saint-Germain, je l'ai pas regardé, et aussi parce que j'étais au Stade de France, pour rien te cacher, pour voir France-Japon. Et c'est plutôt ça mon image du week-end sportif. T'en as rien à faire, hein, mais... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que comme Classico c'est consacré au foot... mais oui, non, mais c'est cette image-là. Entre le cinéma et le rugby... Je comprends pourquoi il n'y a pas souvent. Tu nous es très utile ce soir. Allez, il fédère les diasporas des j'ai une image. Attends, moi j'ai une image. Si quand même, que j'ai trouvé très belle, c'est Textor, avec les fleurs, qui a apporté les fleurs à la Orbe Godillon, qui avait pris un projectile vendredi soir au Vélodrome. Je trouvais cette image assez jolie. Moi aussi j'ai bien aimé. Il fédère les Diaspora Défense Force, l'une des organisations les plus actives contre l'antisémitisme aujourd'hui, et le communicant qu'il est, qu'on vient faire passer quelques messages jeudi au Stade de France. Bonsoir Franck Tapiro. Bonsoir les amis, bonsoir Steve. Merci d'être avec nous Franck. Je n'entends pas trop, il y a des petites coupes. Ça coupe, on va essayer d'arranger ça à la technique avec Benjamin à la réalisation. Ce soir, je tente quand même de poser une question. Franck, est-ce que tu as une image ou une personnalité du monde du foot qui t'a marqué ce week-end, en France ou ailleurs d'ailleurs? Ah ouais, Mbappé. Encore une grosse prestation Mbappé ce week-end avec le Real. L'annonce qui n'en est... Ah non, je parle de sa non-annonce étrange de ne pas jouer jeudi soir contre Israël. Il va falloir un moment qu'on dise la vérité là-dessus. Mais moi, je connais trop le football pour imaginer qu'un grand joueur comme Mbappé, qui est capitaine de l'équipe de France, qui est totalement aux fraises depuis le début de la saison, qui a le besoin et le devoir de se rattraper. Et quand on est capitaine de l'équipe de France, on a la possibilité de jouer contre une équipe beaucoup plus faible qu'Israël, il faut reconnaître. Et donc, il faut se précipiter en équipe de France pour se refaire la cerise et marquer des buts. Donc, la première fois, il avait piscine, la deuxième fois, il a kiné. Il faudra vraiment qu'on donne les raisons de cette blessure diplomatique. Et on en reparlera sans doute en deuxième partie, Franck, avec nos autres chroniqueurs. Cette émission est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur nos chaînes YouTube, X et Facebook. Classico, saison 5, épisode 125. C'est parti.
Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. La France retrouve donc cette semaine le chemin de la sélection israélienne pour le compte de la Ligue des Nations. Dans ce groupe 2, la France est en deuxième position derrière l'Italie avec 9 points en 4 matchs. Israël est bon dernier du groupe avec 4 défaites en 4 matchs. Mais ce n'est pas de terrain par lequel nous allons commencer aujourd'hui pour démarrer, mais du caractère extrêmement sensible de cette rencontre sur le plan de la sécurité. Une semaine après le tifo Free Palestine au Parc des Princes et surtout une semaine après les violences antisémites à Amsterdam. Messieurs, est-ce que vous êtes inquiets par la situation au nord d'en y arriver? Alex Darmon. Oui. Voilà, oui, complètement très inquiet de la situation, de ce qui s'est passé ces derniers jours, notamment à Amsterdam jeudi soir. Et franchement, quand on essaie juste de prendre un peu de hauteur sur ce qui va se passer jeudi soir au Stade de France, tout ça pour un match de foot, quoi. Honnêtement, ça devient complètement dingue en réalité, parce qu'on l'espère aussi. Alors, on n'est pas là pour parler de politique, normalement, mais on va en parler un petit peu quand même. Laisser faire des élus de la République, des manifestations, et derrière, d'avoir des médias qui vont mettre la lumière sur ce que font ces activistes pro-palestiniens, notamment, vous savez, cette manifestation dans la Fédération française de football. La semaine dernière. Et ça a fait la une des journaux, des chaînes d'infos. Moi, je trouve ça incroyable, en fait. On donne un écho assez fou. À quelques dizaines de personnes. À quelques dizaines de personnes sur un match où finalement... il va y avoir peut-être 20 000 personnes, 25 000 personnes. Et puis après, le président de la République, Emmanuel Macron, qui annonce qu'il va aller assister à ce match. Plutôt à ce match de football. Et on nous dit, c'est bien parce qu'au moins il compense le fait qu'il n'était pas à la manifestation il y a un an. Alors c'est presque devenu un match politique, Alex. Mais ouais, mais ce sont deux choses complètement différentes. Le président de la République, il n'est pas venu l'année dernière à une manifestation contre l'antisémitisme en France. C'est une faute politique qu'il a faite à l'époque. Et là, il nous dit qu'il vient au match de jeudi soir. Vraiment, je vais vous dire le fond de ma pensée, pour le coup, j'en ai absolument rien à faire qu'il vienne à ce match de football jeudi soir. Ou alors, il dit clairement les choses et il dit que c'est pour se rapprocher de l'État d'Israël parce qu'il y a une crise diplomatique, clairement, aujourd'hui. D'ailleurs, quand on voit... Avec l'ambassadeur d'Israël qui va être en France, qui va être convoqué demain au Quai d'Orsay. Puis même, il annonce qu'il va au match jeudi soir, et 2 minutes plus tard, vous avez le Conseil de sécurité israélien qui annonce qui demande à ses ressortissants de ne pas venir. Bon voilà, il y a une vraie crise diplomatique, et en vérité, on mélange tout et on laisse faire n'importe quoi sur cette soirée de jeudi soir, alors que c'est qu'un match de foot. Benjamin, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a déclaré que la France ne reculerait pas face aux menaces de violence et face à l'antisémitisme. Autrement dit, pas de match à huis clos. L'image aurait été terrible une semaine après Amsterdam. Oui, il faut quand même souligner aussi le courage politique de la France d'assumer d'organiser ce match, ce qui n'a pas été le cas de la Belgique notamment, et le match a été délocalisé. Au moins, la France assume d'organiser ce match, va assurer la sécurité. On va avoir, je crois, un dispositif qui est similaire à celui qui avait été mis en place pour les JO. Pire. On va y revenir, 4000 policiers et gendarmes. On va y revenir dans un instant. C'est vrai que pour 20 000, 25 000 spectateurs, ça semble complètement dingue. Mais je veux dire, on peut pas reprocher, encore une fois, on est loin du football là, mais on peut pas reprocher tout et n'importe quoi au pouvoir public. Pour le coup, on peut pas leur reprocher de pas protéger les citoyens français. J'espère qu'il y en aura, les Israéliens peut-être qui viendront de l'extérieur pour voir ce match. Dieu merci, la France protège les personnes qui vont se rendre au stade, donc on peut pas leur reprocher. Après, c'est vrai, on en parlait juste avant de prendre l'antenne. Comment ne pas dire que semaine après semaine, jour après jour, notre passion du foot disparaît? On en parlait la semaine dernière, mais ça me fait encore une fois terriblement peine de dire ça, mais notre passion du foot disparaît nouvelle après nouvelle, match après match. Voilà. Parce qu'elle est voilée par des événements extrasportifs qui exactement. Pas avoir le stade. Et encore une fois, en tant que... parce qu'il faut se définir comme tel, malheureusement, quand on parle aujourd'hui de football, mais en tant que juif français, je ne trouve plus ma place dans le monde du football. En tant que juif français, je ne trouve plus ma place au Parc des Princes. Aujourd'hui, en tant que juif français, aller au Parc des Princes, c'est prendre le risque de se retrouver en dessous ou à côté de la bande Free Palestine qu'on a vu, qui est tout sauf un appel à la paix, puisque quand on la regarde dans le détail, on voit que le combattant palestinien a du sang autour de lui. On se demande le sang de qui. Ensuite, l'État d'Israël n'est pas représenté, mais est représenté par un kéfier. Donc c'est tout sauf un appel à la paix. Free Palestine, c'est l'effacement d'Israël. Et donc le risque que tu as quand toi tu es juif français qui va au Parc des Princes avec ton gamin ou ta gamine, c'est de devoir lui expliquer le sang de qui il y a en face dans la tribune. Voilà. Et ensuite, quand tu regardes les images à la télé... Et comment vous avez réagi quand vous avez lu que l'UEFA considérait que c'était pas un message agressif, insultant? Non, mais déjà, il y a une chose. Moi, Alex Darmon, et on va rejoindre ensuite Franck Tapiro. Sur cette banderole, moi, je suis abonné au Parc des Princes, et pour des raisons professionnelles, j'y étais pas mercredi dernier, heureusement. Parce que je pense que vraiment, je me serais levé et je serais parti alors que je suis amoureux de ce club. Mais déjà, il y a une chose. C'est pas le Sacré-Cœur qu'on voit sur cette banderole.
À partir de quel moment on fait rentrer des symboliques religieux dans un stade de football? À partir de quel moment on fait rentrer des messages politiques dans un stade de football? Si tout le monde, ce que certaines personnes sont en train de dire, le foot devient politique, le sport est politique, moi ça m'intéresse plus. Voilà, ça m'intéresse plus. C'est quand même la mosquée d'Al-Aqsa qui est affichée en grand sur un tifo pour un match de la Coupe d'Europe de football. Mais quel rapport? Quel rapport? Quelle est la responsabilité du club? Alors on sait qu'il y a eu des sanctions par le club qui ne pourra plus pénétrer dans le stade hors match. Hors match. Ouais, le club s'est rendu compte, je pense, mais évidemment que le club était, enfin, je veux dire, vu la taille de la banderole, tu peux pas rentrer qu'une bouteille de en plastique dans le stade sans te faire arrêter par les stadiers. Donc là, il rentre une banderole. Évidemment que quelqu'un de la com du club valide la banderole. Ils le savent très bien. Après, c'est sans doute pas Nasser qui lui-même a validé cette banderole. Le club a réalisé que c'était une erreur d'avoir laissé faire ça, et ensuite ils ont pris des mesures. Bon, encore une fois, elles sont peut-être un peu tardives, mais au moins elles ont le mérite d'exister. Mais ça n'empêche pas, malheureusement, effectivement, notre dégoût et le fait que notre place n'est pas au Parc des Princes. Franck Tapiro, sur l'ultra-politisation de ce match France-Israël, et puis sur cette semaine marquée sur le plan du football par des événements extra-sportifs importants, Free Palestine au Parc des Princes, évidemment les violences à Amsterdam, et puis ce match très tendu, attendu en tout cas sur la partie sécurité. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, moi, je vais aller directement là où je veux en venir, après être intervenu et après ce tifo de la honte et la chasse aux juifs organisée à Amsterdam. Le foot est-il en train de devenir anti-juif? Je pèse bien mes mots et je peux vous le démontrer. Quand on regarde ce qui s'est passé au Parc des Princes, donc on autorise une bâche de je sais pas combien de centaines de mètres carrés, qui a été bien entendu financée par le club. Ça coûte entre 150 et 180 000 euros. Donc c'est pas un club de supporters qui va le financer. Donc le Qatar a financé ça. On peut pas dire qu'on ne savait pas, puisque même si elle a été imprimée à l'extérieur, elle est assemblée à l'intérieur du club. Moi, je connais le parc. Franck, pardon, je t'arrête. Qu'est-ce qui est financé selon toi par le club? C'est ce tifo en particulier ou c'est les tifos qui sont... Oui, mais c'est la bâche qui est utilisée de manière régulière ou c'est celle-ci? Donc c'est-à-dire qu'il y aurait eu un aval du club. C'est pas pareil. Évidemment. Mais tu crois pas qu'une bâche comme ça, tu sais combien ça coûte? 180 000 euros. Donc alors, à ce moment-là, qu'on me montre la facture, donc de l'imprimeur au club de supporters, et qu'on me montre aussi la subvention du Qatar, donc du PSG, ça va plus vite, du Qatar Saint-Germain, à ce club de supporters. Faut arrêter de se raconter des conneries. Donc le Qatar a financé cette bâche. Alors peut-être que les grands patrons n'étaient pas au courant, enfin, veulent-ils bien dire, parce que c'est facile de se désolidariser. Mais vous avez entendu quelqu'un condamné? Allez, sortez-moi un nom d'une personne au PSG ou au club ou sur le terrain qui a condamné. Personne n'a condamné, d'accord? Donc, le Qatar Saint-Germain est totalement responsable de ce qui s'est passé. Le club de supporters, c'est l'idiot utile. De toute façon, quand on dit idiot utile, un club de supporters, on n'est pas bien loin, c'est même un pléonasme. Donc, c'est que l'idiot utile. Mais après, derrière, il y a le contenu. Parce que, une fois, j'ai oublié de vous dire, on imprime à l'extérieur, parce qu'une bâche comme ça prime pas d'un coup. C'est plein de petits laits, comme on appelle ça, et on les adapte, comme un puzzle. Ça se fait où, ça, à votre avis? Au parc. Donc, on fait venir de l'extérieur des rouleaux, comme ça, et à l'intérieur, on les met ou sur la pelouse, parce que c'est là où il y a de la place. Mais comme ils peuvent pas, ils ont à l'intérieur, il y a des milliers de mètres carrés libres à l'intérieur du parc, avec je suis déjà rentré, des locaux réservés au club pour fabriquer les pancartes, et puis entreposer tout. Donc, ils ont assemblé forcément ce qu'il faut, ou dans la tribune elle-même, ou sur le stade. Il faut qu'on fasse une enquête là-dessus, mais ça n'a pas été assemblé à l'extérieur et ramené comment? Par hélicoptère? Alors, c'est pire. C'est-à-dire que tout le monde est complice. Donc, dans le meilleur des cas, c'est le club de supporters qui l'a donc réceptionné et la sécurité donc a pu voir la bâche, et puis elle a été déployée avant parce que il n'existe pas, et je peux demander à mes deux amis sur le plateau, un tifo qui n'est pas essayé avant. Parce qu'il faut voir le poids, le machin, la rapidité, ça n'existe pas, donc ils s'entraînent. Aussi, ils font que ça, les supporters. Et ça a pu être entraîné, enfin testé en tout cas, à ton avis, dans les tribunes du Parc des Princes avant le match? Mais évidemment, enfin, ça n'existe pas. Il n'y a que les banderoles qui peuvent être déployées, comme la banderole de la honte à l'époque de Lens, avec les pédophiles, etc. Mais ça a été fabriqué au Parc des Princes et déployé dans le dos de tout le monde. Mais Franck, je me permets de t'interrompre. Alex veut réagir à ce que tu disais. Moi, je suis d'accord avec Franck sur le fait que forcément le PSG était au courant et que effectivement les factures elles passent par le club et par la présidence. Maintenant, sur le tifo, remarquez bien une chose, c'est que ce tifo il n'est pas passé à la télévision. D'accord? C'est-à-dire qu'ils en ont fait un premier qu'ils ont sorti et qu'ils avaient sans doute essayé. Et ce deuxième tifo, il a été montré dans un deuxième temps. C'est ce qu'on m'a raconté de gens qui étaient au stade, qui n'a pas été diffusé à la télévision. Donc en fait, il n'était a priori peut-être même pas prévu.
Voilà. Donc, c'est apparemment, c'est ce qui pourrait se passer jeudi soir en cas d'incident dans les tribunes ou de provocation, selon les termes qui sont choisis par certains médias sportifs. En suivant les consignes de l'UEFA, la production télévisuelle ne diffusera pas d'éventuelles images. Drapeau de Palestiniens et tout, mais peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut. Moi, je comprends pas que le club n'ait pas diligenté une enquête en interne si réellement ils sont pas responsables de ça. Il aurait fallu qu'ils comprennent, qu'ils veulent comprendre, mais ils s'en foutent en réalité. Ils le savent très bien. C'est pire que ça. Voilà. Mais c'est une magouille entre Qataris. Prenez la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Le soir même, on découvre, vous savez, cette bâche surprise de 800 mètres carrés. C'est-à-dire que demain, il y a un troupeau d'éléphants au milieu du Parc des Princes. On va dire, mais on ne sait pas ce qu'ils font là, personne n'est au courant. Qui les a autorisés à rentrer? Donc, déjà, on prend pour des cons. Le soir même, le PSG se désolidarise, ne condamne pas, mais se désolidarise. Et le lendemain, mais coup génial, le sponsor de l'UEFA, Qatar Airways ou autre, on s'en fout, dit ne bougez pas, nous on va pas condamner la bâche en disant qu'elle n'est ni provocante ni insultante. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben le PSG s'est rangé derrière la décision de l'UEFA. Ah bah vous avez bien vu, nous on voulait condamner, hein. Oh là 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 là, mais l'UEFA condamne pas, donc on condamne pas. C'est là l'escroquerie. C'est une double escroquerie parce qu'ils ont fait ça entre eux, alors que le club est responsable de ses supporters. UEFA ou pas, on en a rien à faire. Le club, comment il a fait à l'époque, mon ami Robin Leproux? Il a viré tous les hooligans du parc pendant 1 an en les convoquant au commissariat à l'heure du coup d'envoi. Il l'a fait ou pas? Franck, je voudrais qu'on parle à présent et t'interroger après avoir passé la parole à... C'est important de dire que c'est une magouille, une escroquerie et un mensonge. Et qu'on vient de me dire que ça ne s'est pas passé comme ça. Le Qatar est sponsor depuis septembre 2024 de l'UEFA. D'accord? Donc, c'est un arrangement entre eux. Revenons à présent, Franck, sur le match à venir. Hein. Jeudi soir, France-Israël. Benjamin, Alex a donné son avis sur la présence d'Emmanuel Macron, qui pour lui n'a aucun intérêt significatif. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Mais pareil, je pense qu'on ne peut pas reprocher de tout et son contraire aux différentes parties prenantes. Pour le coup, il faut être content qu'Emmanuel Macron soit là et qu'il se sente concerné par le contexte de ce match. Moi, en tout cas, personnellement, j'avoue que ça me fait quelque peu chaud au cœur de savoir qu'il va être là. Ses conseillers ont laissé passer un message disant sa présence était là pour justement montrer qu'il avait conscience de tout ce contexte, etc. et de montrer sa solidarité. Enfin, je ne sais pas quels étaient les mots exacts, mais encore une fois, on ne peut pas lui reprocher parfois son absence et également sa présence. Donc le fait qu'il soit là, dans ce contexte particulier, moi, je trouve qu'encore une fois, ça nous permet un tout petit peu de retrouver un petit peu de chaleur. Précisons que ce match a été classé à très haut risque. Et à propos du dispositif de sécurité, on va écouter le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, c'était hier soir au micro de BFM. On travaille dans le cadre de ce que la loi nous permet. Je rappelle qu'il y a des criblages qui sont rendus possibles pour un certain nombre d'événements, mais qui ne concernent jamais les spectateurs. Concerne beaucoup tous les prestataires, tous les intervenants, jamais les spectateurs. Vous n'avez pas le droit aujourd'hui, la loi vous interdit de savoir qui achète précisément ça, c'est la loi billet. française. Par contre, ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'on va faire, donc il y aura un dispositif autour du stade qui sera extrêmement conséquent. Il y a un double contrôle, il y a un périmètre de sécurité d'abord autour du stade, le périmètre de protection antiterroriste. C'est-à-dire qu'il y aura combien de policiers et d'agents autour du stade? Tout autour du stade. Dans Mais combien de... Il y aura autour du stade, on aura en tout 4000 personnes. Sur le dispositif, pardon. Par rapport à un match normal, c'est quoi la différence? C'est beaucoup plus. Ouais. Donc on aura 4000 personnes. Il y aura 1600 agents de sécurité également engagés par la Fédération française de football. En moyenne, c'est 1200-1300 pour les matchs de l'équipe de France quand on est à stade à guichet fermé. Le triple. Donc il y aura énormément de monde. Donc, pour répondre à votre question sur les spectateurs, il y aura un dispositif de sécurité autour du stade avec un double contrôle en fait au niveau de l'entrée du périmètre de protection qui est tenu par les policiers et puis à l'entrée du stade avec à chaque fois contrôle de concordance, contrôle de l'identité, s'assurer que la personne qui se présente est bien celle qui a acheté son billet et fouille et palpation systématique. Donc il y aura évidemment des contrôles extrêmement renforcés. Alex, contrôle renforcé, 4000 policiers et agents pour sécuriser ce match et les abords du stade, ça me saoule. Ça te saoule? Non mais vraiment, enfin franchement, c'est... Moi je reproche pas d'abord à Emmanuel Macron de venir au match. Je veux dire, ça me fait ni chaud ni froid. Je m'en fous complètement. Quand on connaît un peu la politique, je dis pas que tu la connais pas, Benjamin, mais quand on connaît un peu la politique, ce que fait Emmanuel Macron, c'est du macronisme, du en même temps d'un côté, je flatte l'un côté et je flatte l'autre de l'autre côté de temps en temps. Voilà. Après, sur la sécurité, mais merde quoi, c'est un match de football. C'est un match de football, il y a des enfants qui viennent avec leurs parents
pour découvrir le Stade de France. Mais tu viendrais avec des enfants. Mais non, mais moi je comprends les gens qui veulent pas y aller avec des enfants jeudi soir. Je peux ou que qui le veulent pas y aller du tout, même sans enfants. Même pas y aller du tout. Mais tu te rends compte quand même, quand t'as un enfant juif aujourd'hui dans notre pays, quand tu vas au stade, il faut que tu te fasses contrôler 8 fois. Quand tu vas à l'école, il faut que tu croises des militaires ou des policiers pour rentrer dans ton établissement scolaire. Mais c'est quoi la prochaine étape en réalité ? Enfin, il y a un moment donné, et tout le monde se dit c'est super, on est protégé, c'est génial. Mais c'est pas normal, en vrai. C'est pas normal. Bien sûr. Donc très bien, l'État fait son boulot, l'État régalien est là, il protège les Juifs de France, super. Mais il faut dénoncer ce genre de choses. On peut pas se satisfaire de dire bon bah on va pouvoir aller au stade parce qu'on est protégé par 24 compagnies de CRS quand au match de foot, au match de rugby samedi soir, il y en avait que 3 au Stade de France. Et pour 80 000 personnes, là, il n'y en aura que 20 000 des personnes. Enfin, les autorités israéliennes ont demandé à leurs ressortissants de cacher les signes qui pourraient montrer qu'ils sont soit israéliens, soit juifs. On en est là. Hein. Bien sûr qu'on en est là, mais on le sait très bien. On est à Paris. Mais on en est tous conscients, et malheureusement, on sait ça depuis toujours et depuis notre plus tendre enfance à nous tous. Donc malheureusement, on a dû peut-être s'habituer un peu à tout ça, mais je suis complètement sur la même ligne que toi, Alex. Simplement, ce que je dis, moi, c'est que je dis quand même encore merci à la France, à Laurent Nunez, au ministre de l'Intérieur et au président de la République d'avoir conscience du danger et d'essayer de nous, je dis bien nous, même si j'aime pas m'inclure dans une communauté, nous protéger. Heureusement qu'ils sont, parce que s'ils n'avaient même pas conscience, c'est peut-être là où effectivement il faudrait commencer à avoir des débats, à s'interroger sur l'avenir. Là, tant qu'encore une fois, comme tu l'as dit, l'État régalien nous protège, eh ben écoute, ça nous, encore une fois, je reprends mon expression, ça nous réchauffe un tout petit peu le cœur. Même si je suis d'accord avec toi sur le constat, bien sûr que c'est tragique, bien sûr que c'est dramatique, mais encore une fois, tu parlais des enfants, celui qui veut aller avec son gamin, bah peut-être qu'il est un tout petit peu rassuré de savoir qu'il y a toute cette force de police. Mais on est d'accord sur le constat. Hein. Franck, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui est organisé par les DDF pour ce match jeudi soir dans des conditions de sécurité encore renforcées et avec des messages aussi qui seront passés avant et pendant le match, visiblement? Justement, il faut que je vous en parle parce que ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est qu'on est en 2024 et qu'on a ce genre de discussion. Franchement, si ça, c'est pas grave. Alors, je sais pas ce que c'est. Dieu sait si je suis un éternel optimiste. Mais oui, il faut s'enorgueillir et se féliciter d'un côté et à la fois s'inquiéter. Se féliciter que l'État tienne, se féliciter que on a un ministère de l'Intérieur, Retailleau, et un préfet, Laurent Nunez, qui font un boulot admirable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne renoncent pas, parce que renoncer, c'est reculer. Donc, c'est, par rapport à la Belgique, qui est déjà tombée depuis très longtemps, la France ne tombe pas. Elle ne tombe pas non seulement dans la facilité et dans la soumission au terrorisme de la pensée, en reportant le match, en l'annulant ou en le déplaçant ailleurs, ce qui aurait été terrible. Donc déjà, ils tiennent. Et on est au Stade de France et on n'est pas au Parc des Princes. Donc, encore une fois, bravo. Et je suis désolé d'employer ce mot, à ces résistants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ministre de l'Intérieur et son préfet, qui font un boulot, je peux vous dire, extraordinaire, sont des résistants. Et ils résistent aussi à des forces de l'intérieur qui tentent à leur dire, vous savez, peut-être qu'on prend trop de risques. Et eux, ils disent non. Le plus gros risque qu'on prendrait, ce serait de ne pas le jouer, ce match-là. Bravo à eux. Maintenant, le chef de l'État, et pourtant Dieu sait, vous connaissez d'abord ma relation avec lui depuis des années, la tribune que j'ai signée il n'y a pas longtemps avec une pétition dans les journaux pour lui demander de s'expliquer face à son attitude totalement incroyable vis-à-vis d'Israël. Je préfère dire incroyable parce que j'ai toujours pas trouvé le mot, et même le en même temps est dépassé, on est plutôt vers un entêtement. Mais là, oui, on doit dire, c'est super qu'il soit là, mais est-ce que franchement c'est un exploit pour un président de la République d'aller voir l'équipe de France jouer au Stade de France? Non. En revanche, dans le contexte actuel, oui, c'est très bien. C'est très bien qu'ils viennent parce que il y a eu le 12 novembre et tous ses amis proches juifs qui ont marché le 12 novembre. N'oublions pas que c'était sur son appel, parce que la veille, le 11 novembre, dans le Parisien, il avait fait une tribune lui-même pour dire qu'il fallait aller marcher. Franck, est-ce que tu peux nous donner quelques détails pour revenir sur le match en tant que tel, sur ce qui est organisé, ou ça doit rester confidentiel? C'est important que je vous donne le contexte parce que ça vient pas juste comme ça. Si on a été obligé de faire ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est dans une situation catastrophique. Alors encore, heureusement, elle est beaucoup plus facile que dans les autres pays, parce que, bien entendu, il n'y a pas eu une réponse ferme de tout le monde dans l'État, et notamment Emmanuel Macron, parce que c'est ce qu'on lui a reproché, ce qui a créé cette ambiance délétère, avec des encouragements de la part des LFistes, qui ont dit bravo à Macron d'avoir critiqué Israël. Donc si on est aussi dans cette situation-là, c'est en grande partie à cause de ce climat qui est épouvantable. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Quand on a vu que personne voulait y aller, tout le monde avait peur, ce qui est légitime après ce qui s'est passé à Amsterdam, on s'est dit on va y aller dans un cadre sécurisé. Donc on a demandé, on va lancer, je l'annonce un peu en avant-première, une compagnie de chauffeurs privés d'EDF, parce qu'on a eu trop de cas où, sans citer des marques, des chauffeurs ont ou séquestré, ou frappé, ou molesté, ou insulté
des clients, surtout des jeunes de confession juive. Donc depuis des mois et des mois, vous savez, c'est très très compliqué pour les jeunes de trouver des transports safe entre guillemets. Donc on va créer DDF chauffeur. On va l'appeler, et c'est pas une blague, chauffeur ou chauffir avec l'accent. On l'appelait SHO2FIRS avec plus de 80 chauffeurs, des bus. Et j'imagine que tu as été renforcé dans ta conviction, Franck, par ce qui s'est passé jeudi dernier avec certains chauffeurs de taxi à Amsterdam. Donc ça fait 6 mois qu'on est en test et là maintenant on va le lancer. Et jeudi, on a des cars qui ont été recrutés par DDF Chauffir et qui vont venir pour transporter les gens d'un endroit dans Paris qu'on annoncera jeudi à la dernière minute, au Stade de France aller-retour. On a la chance donc d'avoir demandé au SPCJ et à la préfecture de police de Paris de sécuriser et de nous escorter. Il y aura des personnalités, il y aura, vous verrez, des acteurs, des artistes, une députée, etc. Au départ, on était parti entre 100 à 200 places et en quelques heures, on a vendu pratiquement 500 places en pré-réservation. On a eu le go pour l'instant de la Fédération française de foot, le go de la Fédération. Ce serait une tribune ou des tribunes réservées, Franck ? Une tribune réservée donc, au stade. On attend demain matin le Stade de France, mardi matin, première heure. Ce sera sûrement derrière les buts, on verra, une tribune sécurisée, bien entendu. On sera tous là-bas. Donc ça, c'est pour l'organisation. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on peut pas demander aux gens de venir se retrouver au Stade de France, parce qu'aujourd'hui, même si, évidemment, les forces de l'ordre vont faire un boulot de dingue et je suis sûr qu'on sera bien protégés, il y a toujours un risque aujourd'hui. On peut plus aller, comme vous l'avez très bien dit tous les deux, avec ses enfants comme ça, main dans la main, en prenant le métro, et alors tranquille, avec une forme d'insouciance. L'insouciance, déjà, pour un juif, ça n'a jamais été le cas, mais aujourd'hui, ça va être très très compliqué de la retrouver un beau jour parce qu'il va falloir être très vigilant. Et la vigilance, ça s'anticipe. La peur, ça se combat. Ça se combat par la préparation, donc très cadré, de la protection. On va être escorté aussi avec ces cars. Donc vous imaginez quand même, on est en 2024, mais merci encore une fois à toutes celles et ceux qui vont nous aider, comme la préfecture, comme le SPCJ. On aura une tribune sécurisée aussi, et pareil pour le retour. Donc maintenant, au niveau des messages... D'un mot, Franck, avant de céder la parole, je vais un peu tourner la parole. Ouais, Alex Darmon est absolument dépité, tu ne le vois pas, mais je peux te le dire. Non, mais encore, je te résume, je te donne la version la plus positive. Hein. Non, mais je suis pas dépité, moi je trouve ça formidable ce que fait Franck. Mais pour les raisons pour lesquelles Franck est amené à organiser un truc pareil. Mais je trouve ça... Il est dépité, il a raison. C'est d'en arriver là, pour aller à un match de foot, juste pour aller à un match de foot, c'est incroyable en 2024. Et dernière chose pour moi qui est le seul point, on va dire, pas de dissension, mais de discussion qu'on a avec les autorités, c'est le message. Moi, je pensais que justement, la réponse à ce message génocidaire, je dis bien génocidaire, du Parc des Princes, était un message de paix. Et donc, le message de paix le plus extraordinaire, c'est de dire, en montrant les deux visages de nos 2 otages français, qui sont encore aux mains du Hamas, libérer nos otages. Eh bien, et je voudrais vous demander, vous, ce que vous en pensez. On nous a dit qu'on ne pouvait pas le faire parce que c'était un message politique. Je dis bien un message politique. Libérer 2 otages français, c'est politique. Alors que pendant un siècle, le foot a toujours fait des hommages aux victimes des attentats, aux victimes du terrorisme, aux victimes des inondations, il n'y a pas très longtemps, au Maroc, à Valence, Maroc. D'ailleurs, Valence, n'oublions pas que le tifo, il a été exposé au moment de la minute de silence pour les victimes de Valence. Hein. Il n'y a jamais rien eu pour les victimes. Qu'est-ce qu'on vous dit, Franck, à la FFF, que c'est, faut essayer de trouver un message un peu différent, mais que vous pourriez parler malgré toute cette libération, ou que c'est un non définitif sur l'ensemble ? Mais c'est le sens. Quand on te dit que c'est un message politique, j'en ai fait depuis 35 ans la politique, ça veut dire qu'il y a donc besoin d'une contrepartie. En gros, si vous dites libérer les otages, faudra dire quoi ? Sauver les enfants palestiniens, mais quel rapport ? Moi, je parle le français, moi. On est en France, au Stade de France, avec le président de la République, avec l'équipe de France, et on demande la libération de 2 otages français à Gaza. Et si ça, c'est politique, la contrepartie, ça va être quoi ? Dites-moi, je sais pas, Free Palestine ? Donc, si on en arrive là, c'est grave. Donc, on a évidemment, parce qu'on est des bons garçons, qu'on est dans la loi, qu'on travaille main dans la main avec les autorités, on a dit, OK, on ne mettra pas un grand tifo. Alors, on viendra avec des t-shirts. On nous a dit, oui, mais c'est le message qui nous gêne. Et je peux comprendre que on ne veuille pas de message politique, mais pour moi, ce n'est pas un message politique. Donc, on va évidemment pas venir avec ces t-shirts, puisque on ne veut pas qu'il y ait des flics qui viennent nous arracher les t-shirts, alors qu'on vient pour prôner la paix et la concorde. Et puis nous, on travaille main dans la main, encore une fois, avec les autorités. Remercie à eux, remercie à Laurent Nunez et à Retailleau. Mais voilà l'inquiétude que j'ai. Est-ce que je suis dingue ? Ou est-ce que ce message
finalement n'est pas politique. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Et on va justement interroger un auditeur qui va nous donner, livrer son point de vue. Il est, je le crois, un peu encore indécis sur sa présence ou pas jeudi soir au Stade de France. Bonsoir Steve. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Tu viens d'écouter nos chroniqueurs. Est-ce que tu avances un peu dans ta décision? Est-ce que tu te rendras jeudi soir au stade? J'avance dans ma décision, mais c'est sûr que j'écoute M. Tapiro qui dit bravo. Et je suis un peu contre le bravo que nous, citoyens français, on doit être escortés par la police pour aller avoir un match de football où le football ou le sport représente une ambiance. Moi, jeudi, je voulais aller avec ma fille voir le match, et ben j'irai pas avec ma fille. Là, on est en train de se chauffer entre 5-6 copains pour aller participer à cette soi-disant fête. Et franchement, j'ai un peu peur. Même si M. Tapiro dit qu'on va être escorté, que la police, encore bravo à Laurent Nunez, au ministère de l'Intérieur. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est en 2024 dire bravo à escorter un match de foot. Je sais pas si ce serait un France-Maroc, un France-Tunisie, France-Algérie, il n'y aurait pas eu tout ça. T'as de moins en moins de plaisir, Steve, à aller au stade ces derniers temps, comme Benjamin ou Alex? Alors, je vais vous dire franchement, j'ai 50 ans et ça fait peut-être 45 ans, 42 ans que je suis fan du PSG. C'est la première fois de ma vie où j'étais content que mercredi ils perdent. C'est la première fois de ma vie. Ils ont perdu et j'aurais dit c'est bien fait pour la gueule. Le tifo m'a écœuré. Moi, le tifo m'a écœuré. Quand on sait que les créateurs du PSG, Charles Tallard, Daniel Echter, mais Charles Tallard, il doit être fou dans sa tombe, quoi. Ils ont monté un club pour le kiff, pour l'ambiance. Et le club, il est devenu, mais je suis, je vais pas te dire des propos grossiers, mais je suis écœuré. Et je suis pas sûr de vouloir revoir un match du PSG avant 1 ou 2 mois. Voilà. Benjamin, t'as pas entendu, il n'y aura pas grand monde au stade. Steve hésite, il y aura entre 15 000, 20 000, 25 000 peut-être, mais ça paraît pour l'instant un peu improbable. L'anneau supérieur du Stade de France sera d'ailleurs fermé au public pour essayer d'esquiver un peu cette. Bien sûr que je dis rien parce que honnêtement, je sais pas quoi dire. Franchement, c'est tragique. Bravo à Franck de son initiative. Au Stade de France, Au Stade de France, on sait tout le monde, c'est le 93, quoi. Le Stade de France, c'est Saint-Denis, c'est Lac Courneuve, c'est Aubervilliers. Il aurait été préférable de l'organiser au Parc des Princes, comme pour Israël-Mali au JO. C'est encore plus un défi de l'organiser au Stade de France, mais c'est sans doute aussi une volonté, encore une fois, politique des autorités françaises de ne pas modifier le stade et de le faire là où il était prévu initialement, c'est-à-dire dans le stade de l'équipe de France, c'est-à-dire le Stade de France. C'est un vrai défi. Mais on est tous d'accord autour de la table pour dire que cette situation, elle est catastrophique. Ce qu'on a envie de voir, c'est, t'imagines, on parle pas de terrain. On parle pas de terrain. On peut avoir un débat sur la réponse. Franck nous dit, moi j'y vais, je pense qu'il faut s'engager, il faut y aller. D'autres hésitent. Moi personnellement, je n'encouragerais pas forcément des copains à y aller. Je pense que c'est un peu dangereux. Mais je suis assez. Quand j'entends Franck, je suis assez. Je trouve ça assez admirable, bien sûr, d'organiser, de faire quelque chose. Mais on est complètement tous. Mais j'entends aussi ce que nous dit Steve. C'est qu'il y a une crainte. Mes enfants aussi voulaient aller au match, je leur dis non. Ah ben il est évident que j'irai pas au match avec mes enfants, c'est évident. Mais est-ce que nous on doit y aller effectivement? C'est un débat entre nous en écoutant Franck et Steve effectivement. Ouais, et toi, notre position elle est tous, on sait pas quoi penser. C'est terrible, on ne sait pas quoi penser. Ouais. Voilà. Alex, c'est tragique. Moi, franchement, j'ai un rendez-vous encore professionnel jeudi soir, mais je suis en train d'essayer de le décaler pour aller au stade. Pour être tout à fait honnête avec vous, parce que c'est le sport n'est pas politique, mais là j'y vais au-delà de la politique jeudi soir. J'y vais aussi pour dire que moi, en tant que juif français, j'existe. Voilà. Et qu'on m'arrêtera pas. Que je parlerai. Et je vais vous dire autre chose. Je trouve qu'on est en retard. On est en retard par rapport à d'autres pays. En avance par rapport à d'autres pays européens, mais on est aussi en retard. Regardez ce qui s'est passé dans les stades en Allemagne ces dernières semaines. Dans leur tifo, puisqu'on parlait du PSG. Vous avez vu ce tifo du Werder de Brême, encore ce week-end? Vous l'avez vu il y a quelques semaines, ce tifo du Werder de Brême, toujours ce même club allemand qui prône, là pour le coup, vraiment la paix, en disant shalom, salam, peace en même temps, et en mettant une photo gigantesque de Herschin Goldberg-Polin, qui est cet otage israélo-américain, qui a été assassiné lâchement et qui était fan de football allemand. Ça, c'est prôner la paix. Ça, c'est vraiment, ça ressemble à quelque chose à vouloir mettre en avant la paix dans cette région du monde. Pas ce qu'on fait dans nos stades chez nous. C'est pas vrai. Voilà. Merci beaucoup, Steve, d'avoir été avec nous. Franck, d'un mot? Oui. Ouais. Non, moi je vous posais la question. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que libérer les otages, c'est politique?
Mais libérer les otages, comme on l'a dit la semaine dernière, malheureusement, le monde du foot mondial et français ne s'en est jamais saisi, a toujours fermé les yeux sur la situation des otages franco-israéliens. C'est pas toi, Franck, qui aurait dû proposer ça, c'est plutôt la Fédération française de foot qui aurait dû proposer à cette occasion-là de mettre au moins sur les écrans ou je ne sais où le visage de ces deux. Mais oui, mais ça aurait été ça le minimum. Donc le fait qu'on te l'interdise, Franck, c'est encore plus déprimant. Mais, quelque chose à ajouter avant de nous quitter. Steve, on t'écoute. Moi, j'ai été voir les 2 matchs Israël Olympique au Parc des Princes. C'est très bien passé. Mais en allant au Parc des Princes, j'ai vu la haine des anti-israéliens des Free Palestine. Alors, j'imagine la haine encore plus intense et plus grande au Stade de France. C'était chaud lorsque tu étais au stade au Parc la dernière fois ? Ouais, j'étais au Parc des Princes voir les 2 matchs Israël au mois d'août. Ouais, pendant les JO, ouais. Voilà. Mais c'était horrible. C'est-à-dire qu'on avait un côté israélien, on venait faire la fête, on dansait, la joie. Et en face, c'était la haine. Ils étaient tous avec des kéfiers, tous cagoulés, mais c'était la haine. D'ailleurs, c'est assez drôle ce que tu dis. Vous avez remarqué que Franck ce Tapiro. soit à Amsterdam, dans tous les pays du monde, à Paris, dans le métro, tous les pro-Hamas sont tous masqués. Ça les arrange bien d'avoir un kéfier ou des masques chirurgicaux de Covid. Ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je pensais qu'ils étaient fiers de ça. En fait, ils doivent avoir extrêmement honte. Parce qu'ils ont peur en plus, ils n'assument pas. C'est vraiment d'abord, ils sont à 10 contre 1. Et derrière, ils n'assument pas. Derrière, ce qu'on peut avoir derrière, c'est récupérer leurs photos, savoir qui ils sont, et après les faire virer d'une école, virer d'une boîte, etc. Donc en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que ils poussent à l'acheter jusqu'à ce point-là. Donc on voit bien, c'était pas des supporters qui ont agressé évidemment les supporters du Maccabi à Amsterdam. Ils étaient à 10 contre 1. C'était pas une 100 contre 100 comme ça peut arriver dans des bagarres de supporters classiques. Ils les ont attendus devant leurs hôtels pour les choper seuls. D'ailleurs, quand on voit toutes les vidéos, comme le Hamas, filmées par ces salopards, il y en a toujours un isolé. Donc on voit bien que quand je dis tout à l'heure en démarrage, la première phrase que j'ai prononcée sur Classico, et je vous jure les gars, vous me connaissez depuis des années, jamais de ma vie j'aurais pu imaginer ça. Ben oui, le foot devient anti-juif. Écoutez bien cette phrase. Et je peux vous mettre 1 heure, 2 heures, et je vous donne des centaines d'exemples. D'ailleurs, et depuis des années, je crois que Benjamin, d'un mot. Que Franck et nous autres ici le disions, c'est un peu notre rôle sans doute, mais je voudrais saluer ce qu'a dit Daniel Riolo au JDD parce que ça fait beaucoup de bien, encore une fois, d'avoir ce message qui est venu par quelqu'un qui n'est pas de notre radio ou de la communauté, qui ose dire effectivement que le football, oui, est devenu antisémite. Donc on l'a déjà eu ici et je voudrais saluer sa parole qui nous a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup à Steve d'avoir été avec nous ce soir. Franck, tu restes quelques instants avec nous pour jouer ? Allez. Le jeu, j'ai pas révisé. C'est pas grave, c'est le rétro quiz. France-Israël 93 normalement, mais j'avais déjà fait. Je l'avais déjà fait. Donc France-Israël du 15 novembre 1995, victoire des Bleus 2-0. Messieurs, donnez-moi le 11. Alex Visan est pas là, ça va être une catastrophe entre Alex, Benjamin, Bernard Lama le premier point et pour Alex. Benjamin. C'était facile ça. 95, Franck Sauzet. Franck Sauzet, c'est non. Voilà. T'es 84. Ouais. Donc c'est non, pas de point. Franck. 95. Laurent Blanc. Non, faut qu'on y aille comme ça. Faut que ça tourne. Laurent Blanc. Alors Franck, on y va. Franck n'a pas de réponse. Laurent Blanc pour Benjamin, c'est non. Comment ça, c'est non? Alain Roche pour Franck. C'est non aussi. Je peux en donner 2 ou pas? Je peux en donner 1 déjà. Marcel Desailly. Marcel Desailly qui était à l'époque au Milan AC. Bravo Alex. Non, Laurent il est pas là, je sais qu'il est dans le central. Il n'est pas encore là. Alors, qui continue, Franck? T'as quelqu'un? Comment ça se fait que tu sais ça, toi? Parce que c'était. Je vais t'expliquer pourquoi. Bizarre. Je vais m'expliquer après. Thuram, c'est trop tôt. 95, tu n'as pas les années. Lizarazu qui est remplaçant et qui va marquer le premier point pour Benjamin. Franck, t'es à 0, il faut que tu remontes là, Franck. Il y a des classiques, il y a notamment. J'en ai un pas classique, moi. Didier Deschamps. Alors vas-y. Jocelyn Angloma. Alors, Deschamps pour Benjamin, c'est le point pour Benjamin, ça fait 2. Jocelyn Angloma, c'est excellent. Et c'est le point pour Alex qui mène, c'est rare. Lizarazu, je l'ai dit. 3 de Lizarazu, tu l'as dit, qui était remplaçant. Petit, non? Comment? Petit, Emmanuel Petit, c'est non. 95, Djorkaeff et déjà Yuri Djorkaeff, buteur ce soir-là. Et on salue notre ami The Snake Rubens. Benjamin, ça fait 3. Pardon?
Daniel Bravo. Daniel Bravo. Ah non, Zidane, monsieur. Zidane. Ah non, Zidane. Zidane, je dis oui. Ça fait 4 pour Alex. Benjamin. Zidane déjà, oui. Ginola Et non, il arrête en 93. C'est dommage, mais il était à Tottenham, mais je pense, ou à Newcastle. Mais... Non, mais il était attends, pas en équipe de France. Je dénonce notre auditeur Steve qui m'envoie par message Les réponses dit David Ginola. Merci Steve, si tu nous écoutes, merci. J'ai hésité en plus. En défense, on a un latéral qui a joué à Marseille, qui a joué à Monaco. Latéral droit. Et qui. Latéral droit, je crois. Et qui. Christorval. Christorval en 95. Tu peux couper le micro de ce monsieur, c'est gênant. Christorval en plus, c'est axial. C'est axial. Exactement, c'est gênant. Oui, mais c'est gênant. Dis-le, Thuram, je l'ai dit. Thuram, tu l'as dit, mais il n'est pas là. Monaco, Marseille. Et qui est consultant. Blanc n'était pas là. Qui est consultant. Ouais. Abidal. Non. Qui est consultant. 95, messieurs, on avait dit 10 ans. De quoi vous me parlez? Consultant aujourd'hui. Consultant, c'est excellent. À droite ou à gauche? À droite. Bah à droite, vas-y, parce qu'à gauche, il y avait l'idée. À Marseille, à Monaco. Ouais, je crois qu'il était à droite. J'ai un petit doute. Bah, il est droitier ou gaucher, c'est pas. Il est consultant pour quel. Habib Bey. Habib Bey en 95, c'est non. Il est sénégalais en plus. Pour RMC. Pour RMC? Oui, il est excellent. Il est excellent. Il est consultant, l'ancien joueur de l'équipe de France, de Marseille, de 93. Eric Dimeco. À droite, il a dit à droite le mec. J'ai dit que j'avais un doute. J'avais un doute, je sais plus. Deschamps, De Saïd, Dimeco, Djorkaeff. Il nous manque un milieu de terrain qui est joué au Paris Saint-Germain. Vincent Guérin. Vincent Guérin, le point pour Benjamin. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Ça fait 4 pour Benjamin, 5 pour Alex. Franck, tu as 1 point. Elle est là, la passion du foot, encore un peu. Franck, t'as 0. Ok, j'allais te mettre un point, mais t'as 0. Il manque un défenseur qui a joué à Strasbourg, à Chelsea, à Marseille. Le bœuf, le point pour Alex qui reprend le large. Ensuite, un milieu de terrain. Ouais, le large. Combien? Il a 6 points. 6 points. Papa était pas en attaque. 6 points. De 6 points. Papin, non, Papin n'est pas là. Mais au milieu de terrain, on a un milieu de terrain qui a joué au Real Madrid. Il y en a plein. Carambeu. Christian Christian Carambeu, c'est le point pour Benjamin, ça fait 5. On passe attends, il a 8, Alex? 6. Alex, il a 6. Il nous reste, messieurs, il nous reste, parmi les titulaires, il nous reste un joueur. Ouais. C'est un attaquant. On espère un jour le faire venir dans Classico. Pancrate? Non. Il est déjà venu. Je sais. On espère le faire venir. Oui. Tu me titilles là. On l'a déjà croisé. Ouais, mais vous le regardez, tu le regardes, vous avez des trucs entre nous, c'est insupportable. Même avec ça. Il a joué à Monaco. Même avec ça, j'arrive pas. Il a joué au PSG. On l'a déjà croisé. Ah oui. Michael Mada. Benjamin, ça fait. Il l'a dit, non, c'est Franck qui l'a dit. Pardon, alors on me dit. Et en plus, il a dit David Julie. Ah, David Julie, non, il est pas là. Non, David Julie, c'est très bon. C'est moins ça. Et il veut. David Ginola. Il est assis à côté de Raphaël Trezeguet. Il reste 2 joueurs. Il reste 2 attaquants. Ouais. L'un jouait à Paris. Titulaire. Qui avait joué à Nantes, il est remplaçant ce soir. Qui avait joué à Nantes. Wojak. Faux. Loco. Patrice Loco. Ça fait donc 4, 6, 7. Non, il y a 7 points. C'est incroyable. Il y a 7 pour Benjamin. 7 pour Benjamin. 6. Non, 7 pour Alex. 6 pour Benjamin. Il n'y a pas 6, Benjamin. Si. Tu lui rajoutes un point quand tu rajoutes un point. Mais il est fou. Franck, pas de point. Franck, 0. Il reste un joueur. C'est un joueur qui est attaquant, qui était ailier, si ma mémoire est bonne. Droite, qui a joué à essaye de faire la différence quand même. Ouais. Est-ce que je peux lui dire ce terme? Ouais. À Strasbourg. Ouais. Et qui a une carrière post-football intéressante, très intéressante. Toujours actif dans le milieu du football. Je vous aide. Ah oui. Marc Keller, il l'a dit. Il a dit Marc Keller. C'est le point pour Alex. Attends, il l'avait dit. Non, il l'a dit avant. Il l'a dit avant. Il a dit je lui laisse, j'ai pas envie non plus que. Tu lui donnes. Je lui donne, de toute façon j'ai gagné, donc y a pas de souci. La victoire, j'ai oublié personne, c'est la victoire de Alex. Ça, c'est à noter quand même. C'est dire que le monde du foot part en vrille totale. C'est vrai. Ça ne veut dire. Et on salue David Joly et Raphaël. Franck, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Merci à vous. Merci Franck. Présent jeudi soir, vraiment avec nous direct. Mais bravo à toi. Vraiment, bravo Franck. Il faut montrer vraiment qu'on y va en tant que Français, que citoyen français. On peut pas se laisser dicter par le terrorisme ambiant. C'est impossible. Si on a peur et si on reste chez nous, ils auront déjà gagné. DDF.fr, il y a un site ou une chaîne WhatsApp, ou les deux d'ailleurs. DD Force sur Instagram. Faut y aller regarder. DD Force sur Instagram. Et puis après, bon, tout le reste, autrement sur LinkedIn aussi, vous avez la même chose. Diaspora Défense Force. Et sur X, mais sur les 3. Merci Franck d'avoir été avec nous. C'est formidable à la prochaine. Leur travail, il faut le dire. Hein. C'est formidable Absolument. leur travail. Et on a le plaisir de retrouver Franck. Avec Stéphane Gibier, tout ce que vous faites, c'est vraiment génial. Bravo. Franck, je te donne rendez-vous jeudi dans le Grand Journal. On parlera certainement de ce match-là à quelques heures de cette rencontre. Merci Franck, bonne soirée.
à vous. Salut les amis.